tango ekoki oyoyo tango yango ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koki. Stéphane Balamwange, votre humble serviteur, je suis déjà là pour vous informer. L'opposition sous Mobutu, l'opposition sous Félix Tshisekedi, l'opposition sous Joseph Kabila, l'Union sacrée 1991, l'Union sacrée, conférence nationale souveraine. Tout a commencé là. Alors pour en parler, je ferai recours à un chevronné, à un doyen, l'homme qui va se présenter ici et Bambiaka va découvrir. Alors, Toroyo Kamakambo, le père de l'infiltration, Nakati administration Yambo Cannabiso, le père Yamafia Nakati Yambo Cannabiso Nani. Vous allez comprendre qui est qui maintenant. C'est une émission qui va vous couper le souffle. Restez avec nous. Je reçois pour vous Monsieur Théodore Bampende Lukengu. Monsieur Théodore Bampende Lukengu est notre invité. Bonjour Monsieur Théodore. Merci, bonjour Monsieur Stéphane Balamwange. Merci pour m'avoir invité à cette émission que j'admire beaucoup. Merci. D'abord, mes félicitations pour la profondeur des analyses, les émissions que vous présentez avec toute responsabilité. Merci. Qui démontrent quand même que le peuple vous suit. Merci beaucoup. Vous n'êtes ni à gauche ni à droite, mais vous êtes surtout dans la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité ne peut pas être combattue. Merci beaucoup. Sauf les gens qui sont dans l'erreur. Monsieur Bampende. Monsieur Stéphane. L'union sacrée, oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non. L'union sacrée date de longtemps. Oui. Ça a déjà existé. Bien sûr. Nous sommes en 1991. Parlez-nous un peu de l'union sacrée de l'époque. En fait, il faut dire qu'au départ, l'opposition, de manière disparate, travaillait autour de deux grands partis, le PDC et l'UDPS, et quelques autres partis. Et que les fonctionnaires, qui constituent une frange importante de la population, qui drainaient les foules devant le bâtiment administratif qu'on appelait Golgotha, et continue à avoir même cette dénomination de Golgotha, étaient animés par deux grands syndicalistes, M. Bavela, Voidi, Enoch, que son âme repose en paix, et votre serviteur, M. Bampende. Bampende. Bampende était aussi chef de file. Voilà. Donc oui. J'étais le président de la CONAMAFET. Le CONAMAFET au départ, et Bavela, il était d'INAFET. Lorsque nous avons drainé les fonctionnaires devant le bâtiment, nous avons protesté contre l'éviction, les combats qu'on menait contre Moussengo en tant que société civile pour briguer le mandat au sein de la conférence. Alors, il faut dire que nous avons été victimes de la révocation par la dictature d'antan, par une ordonnance présidentielle. Alors l'ordonnance est tombée et nous étions obligés, sans doute, d'aller à l'Union sacrée. L'Union sacrée que nous avons créée tous ensemble avec le parterre de politiciens. Et le premier grand meeting a eu lieu au stade du 20 mai, où l'on faisait les discours terriblement avec... Qui était dans le comité de gestion de l'Union sacrée? Les directoires de l'Union sacrée. Les directeurs de l'Union sacrée, nous avions le Kibasa. Kibasa Maliba. Maliba, Chiboba chez la page PDC. Et ils étaient coiffés par Étienne Tshisekedi, docteur, en tant que le chef de famille de la famille politique Issor et Allié. Et à côté de ça, l'Issor Allié était une famille politique avec une coordination composée de 7 membres à côté d'Étienne Tshisekedi. Donc les 7 membres, je puis vous citer entre autres
Maître Yalou, et notre ami, le fondateur Capita, Chabayi, il y avait Maître Pondia, paix à son âme, il y avait Maman Luciana, qui était aussi là-dedans, et M. Kamani. Nous étions à côté de Tiensiteke dans la coordination de la famille politique qui sont ralliés. Il faut dire que nous avions plus d'une centaine de partis politiques et associations de l'Union Sacrée. Et comme vous savez, à la conférence, on avait classifié la société civile avec le syndicat, le groupe religieux, les ONG et les autres, et on s'est battu au sein de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée à la conférence. À la conférence nationale souveraine. C'était quoi leur revendication? Leur revendication, c'était le retour à la légalité. D'abord, on luttait pour une conférence nationale véritablement souveraine et pour qu'il y ait un élu du peuple qui devait être Premier ministre à la conférence nationale. Pour mettre en place un état de droit. L'état de droit qui devait au moins mettre sur le rail notre République. Il faut dire que la conférence a produit des textes assez importants. C'est l'une des grandes conférences de l'Afrique où il y a eu des textes très importants qui inspirent presque toute la classe politique actuellement. Beaucoup sont en train de pasticher le travail de la conférence nationale souveraine actuellement. Ils sont en train de se ressourcer parce que ça n'a pas été un mince boulot. On a fait longtemps, on a dû fermer, on a réouvert. Il y a eu même des prêtres qui ont fait la grève de la faim comme le Bunda dans la province orientale pour la reprise de la conférence nationale souveraine. Et nous lui avons emboîté le pas pour les soutenir. Et tout ça, ça contribue au fait que nous étions toujours combattus, mais pas abattus. Il faut dire que l'état des droits qu'on a aujourd'hui, c'est un état de droit qui a commencé le combat d'Étienne Tshisekedi, le retour à la légalité, c'est-à-dire on doit remettre sur le rail la conférence nationale avec ses institutions. Et tout ce qui avait été prévu, il fallait que ça puisse diriger le pays, de manière à mettre fin à la dictature et mettre les institutions capables de nous donner un état de droit et de faire le développement dont le pays a besoin. La conférence a eu lieu. Au finish, elle avait donné quoi comme résultat? La conférence, malheureusement, il faut dire que la conférence était ponctuée de beaucoup de situations. C'est que cette conférence a accouché beaucoup de textes sur le plan constitutionnel, sur le plan économique, dans tous les domaines. Ouais. La conférence a produit tous les textes. Et malheureusement, oui, la mise en place, la praticabilité de tous ces textes était piégée par la dictature qui continuait à avoir la main sur certains responsables qui étaient en train de diriger cette conférence. Et on a mis la place, bien sûr, le HCR, le Haut Conseil de la République. Et lorsqu'on a trouvé que les opposants ne pouvaient pas être seuls dans le Parlement issu de la conférence, on a pris les gens du Conseil législatif, donc on a fait le HCRPT, Parlement de transition. HCRPT, donc au Conseil de la République, Parlement de transition, on avait ajouté les deux familles politiques, la famille présidentielle et la famille de Etienne Tshisekedi pour mettre ensemble de manière à diriger la transition. Malheureusement, on a fait le travail qu'il fallait faire, on a eu à travailler, on a eu à prendre un certain nombre de résolutions, d'actes, parce que les actes étaient quand même de haut niveau, parce qu'on a eu à prendre même les actes réhabilitant tout ce qui était révoqué dans la lutte contre la dictature pendant que nous luttions pour un état de droit dans ce pays. Mais il faut dire que, comme il y a eu des gens qui travaillaient, qui avaient la mémoire sur le pays, qui collaboraient avec l'extérieur, et il faut dire que depuis que les étrangers sont dans ce pays, avec Bisengimana qui était
à la présidence de la République comme lui était aussi étranger. Mais oui, c'est Ngimana, ce sont des Tutsis. Et c'est ainsi qu'on a fait entrer beaucoup d'étrangers dans notre pays et à des postes clés et qui ont eu à faire un travail sous coulisses pour infiltrer le pays. Et il faut dire que lorsqu'on a fait ce travail, il y a eu la main noire, toujours la communauté internationale qui était aussi derrière, parce que nous sommes... La conférence de Berlin, 1885, ce n'était pas la conférence sur le monde, c'était la conférence sur le Congo. La conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo. Parce qu'on a trouvé que ce pays se trouve au centre de l'Afrique. Et Frantz Fanon avait dit que le Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, donc au Congo. C'est pour dire que sans le Congo, le monde ne peut pas évoluer, ne peut aller de l'avant, on n'ira pas au développement. C'est ainsi que la mémise des multinationales, la mémise de l'Occident, c'est toujours sur le Congo. Et pour avoir la mise sur le Congo, on a la mise des acteurs politiques. Les acteurs politiques, à gauche, à droite, qui doivent influer de manière à ce que les choses ne marchent pas. Donc il faut dire que les institutions mises en place, il y a eu cette histoire de l'AFDEL qui venait de l'autre côté. Donc avant l'AFDEL, Oui. Avant l'AFDEL, élection de Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. Ah, voilà. Etienne Tshisekedi était... Et la naissance de la troisième fois. Voilà. Etienne Tshisekedi, c'est lui qui luttait avec nous. Et c'est lui qu'on avait pressenti comme Premier ministre, c'est lui qu'on avait désigné. À tout moment, lorsque la famille politique de la mouvance présidentielle demandait le candidat, on désignait, c'était toujours Etienne Tshisekedi. Malheureusement, dans notre famille politique, il y avait certains acteurs qui essayaient un peu de flouer en disant que nous avons beaucoup traîné, on ne peut pas aller de l'avant, il faut changer de carte. C'est ainsi qu'avec le feu Moussengo, l'archevêque, qui était le président de la conférence et le président du SRPT, on a eu à inventer cette histoire de la troisième voie. Et les gens qui se réunissaient du côté des limités industriels chez Omba, et ils ont eu à pouvoir, on était aux concertations politiques, on a eu à faire un texte assez intéressant, de manière à ce qu'on puisse diriger le pays. Mais il y a eu des gens, un groupe, notamment qui étaient travaillés, qui sont allés du côté de la troisième voie pour essayer de nous trahir. Un matin, nous nous réveillons, moi j'étais deuxième vice-président de l'Union Sacrée, et après, premier vice-président, nous allons voir Etienne, on a dit, mais est-ce que vous avez mandaté les gens qui travaillent chez Omba? Est-ce que on demande au président Kibasa, le feu Kibasa, que son âme repose en paix. Il dit non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Koumoukoulou Tété est allé là-bas, que son âme repose aussi en paix. Et que, effectivement, comme les politiciens parlent à demi-mot, c'est qu'on a senti qu'il y avait quelque chose sous la cachette. Donc, on a eu à faire de concertation politique. Il y a eu l'accord, mais les gens sont allés pour signer avec des dispositions qui n'étaient pas favorables à notre famille politique. Nous prenons le véhicule de Jean Olenga, nous allons... Ah, Jean Olenga, Olenga Nkoy. Olenga Nkoy, il était aussi à la... Ah, Union Sacrée. Union Sacrée, Union Sacrée. Si bien que dans le temps, il était de l'autre côté, c'est moi qui l'ai attiré, il venait me voir à Montbelé, il est entré à l'Union Sacrée, et puis il était assez dynamique aussi. Nous prenons ce véhicule, on va éteindre ce véhicule. Est-ce que vous avez mandaté ces gens-là pour aller signer les documents au Palais du Peuple, notamment? Etienne dit qu'il n'en sait rien. Nous prenons le véhicule, 23 heures, avec le général Olenga. On arrive sur la justice, au bureau de M. Kamanda, Gérard. Oui, Gérard Kamanda. On arrive là-bas, on trouve Gérard qui dit non, Benzatoubi était ici, le Tounoul était ici, et les autres, ils sont déjà partis, et ils sont rentrés, on n'a rien signé. On dit, ah bon? On quitte de là, on part au Palais du Peuple, 0 heure. On monte au-dessus, on trouve des gens en train de signer pour la troisième voie. On les regarde, les Benzatoubi, les autres, les Koumoukoulou Tété, et nos amis
de l'Union sacrée, qui ne partageaient pas, qui disaient qu'ils sont fatigués du combat pour l'état des droits. Alors nous avons eu à les réprimander, mais quand on a amené le texte, nous sommes arrivés, on a mis ça sous l'étiquette des signes de bonne foi avec les quelques signatures, et qu'il fallait peut-être ajouter des signatures de manière qu'on aille de l'avant. Donc on était déjà bluffés, les choses ne marchaient pas, et finalement... c'est ce que j'ai présenté au Premier ministre. C'est qu'il était présenté comme Premier ministre, et il a été élu avec une majorité écrasante. Nous étions dans la salle, et c'était avec tout le peuple. Il faut dire que les gens n'ont pas fermé l'œil à Kinshasa. Ah, c'est jour-là. Nuitamment, on comptait les voix, et la population suivait de près ce qui se passait, et c'est Tshisekedi qui était élu comme Premier ministre devant les candidats de la mouvance présidentielle et les autres. Et le Premier ministre, on l'a installé, c'était terrible. Le peuple a vaincu, c'était une grande victoire pour le peuple congolais. Est-ce qu'il a travaillé? Installé, oui. Mais on l'a installé comme Premier ministre, nous sommes allés lui rendre visite dans son cabinet. Il avait commencé à travailler, mais il n'aura fait que 3 mois. Il a fait 3 mois? 3 mois, tout simplement. 3 mois, pourquoi? Parce que, ayant pris le pouvoir, avec tout ce qui se passait lors de la conférence, avec tous les biens que les alliés, donc les gens de la mouvance présidentielle avaient pillé, les tracteurs, tous les biens, les grandes sociétés, tout ça. Alors, lorsqu'il a prononcé un discours, c'était la débandade. On avait récupéré... Les discours, c'était lequel? Puisque lui avait des discours poignants. Non, mais lui, quand... Il a dit quoi dans son discours? Dans son discours, il avait dit que tous les biens qui étaient pillés doivent être retournés. Toutes les maisons qu'on occupait illégalement devaient être récupérées. Bien mal acquis. Les biens mal acquis. Alors c'est ainsi qu'on a vu que tous les gens étaient mal à l'aise. Même tous les infiltrés à l'Union sacrée étaient aussi mal à l'aise. Parce que nous étions avec certains qui roulaient à bord des véhicules, avec les gardes civils avec fusil, mais gardes civils, véhicules donnés par Mobutu, mais ils étaient avec nous à l'Union sacrée. Oh! Ah, mais nous étions en concertation politique. Alors, Kabaï vient me voir, président, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Gérard? Que son âme repose en paix. Donc Gérard avait trahi. Non, mais Gérard n'était pas tellement avec nous. Mais Gérard, c'était un grand acteur, mais il jouait un double jeu. Alors, ce qui fait que quand Étienne a parlé, quand il a pris le pouvoir, c'était la débandade de l'autre côté. Débandade, c'est-à-dire on remettait tout ce qu'on avait pillé, tout ce qu'on avait pris illégalement. Et c'était un homme de parole. Malheureusement, M. Mobutu a trouvé que sa présence, son charisme, n'érimait pas avec son pouvoir. Et on a pris une ordonnance le révoquant comme Premier ministre. Et il ne pouvait pas être Premier ministre. On l'a révoqué. Donc, il a été reproché. De quoi il a été reproché? Bon, c'est cette histoire du gouvernement qui devait être mise en place, que M. Tienne est allé présenter à Mobutu en Sélé, oui, bien sûr, où il y avait les Vundo et les autres, et vous verrez les images. M. Etienne Tshisekedi, d'abord, il est invité. En ce moment, nous étions en Sélé, avec la délégation des syndicalistes. Oui. Et Etienne arrive, on dit non, il faut vous déplacer un peu parce qu'on reçoit une grande autorité, vous allez revenir. Il arrive, il prend la limonade entre les deux, on met sur la table la limonade, le vieux prend son verre, non, il prend le verre, il est en face de lui, et l'autre, verre qui est en face de lui, devait revenir au maréchal. Et après cette cérémonie, il montre maintenant la liste. Donc, Etienne montre la liste, Mobutu montre la liste des candidats qui devaient être au gouvernement. Alors, Etienne commençait à barrer les noms des gens qui n'ont aucune responsabilité, des gens comme des autres. Donc, les gens-là qui ne voulaient pas être dans le gouvernement, qui devaient diriger.
Donc Étienne a commencé à barrer. Ah oui, il a commencé à barrer. Et le maréchal était derrière lui en train de jeter un coup d'œil. Hein, et lui, met dans la poche, il était en train de barrer. Alors c'est Mais dans la poche en train de barrer. De barrer. Il met dans la poche et l'autre en train de barrer en disant que ces gens ne peuvent pas être au gouvernement. Oui, et oui. ces gens n'ont aucune responsabilité dans le pays. C'était quoi la réaction de Mobutu? La débâcle du pays, c'est à cause de tous ces gens qui vous entourent et Oui. qui n'ont rien fait pour le pays. Donc, Alors, après cet incident, oui, oui. alors Mobutu, on prendra l'ordonnance révoquant M. Tshisekedi comme Premier ministre. Alors, nous sommes invités au Palais du Peuple. Il fallait que les deux familles se retrouvent au Palais du Peuple. Parce que le président Mobutu, malade à Nice, il a été visité par Étienne Tshisekedi, le feu. Et au retour de Nice, il avait promis quand même que les deux familles se retrouvent. Nous montons au palais, au Mongaliema. C'était Étienne Tshisekedi accompagné de quelques 6 membres. C'était Maître Pondia, Kamani, Maître Kamani, Mama Lukiana, Maître Yalumbu, et Kapita. Alors nous sommes retrouvés au Mongaliema. Alors, nous étions sous la période pour entrer dans la salle et l'autre famille avait déjà piégé la salle. On a pris tous ces gens de la 3e voie, les Kengo, à ce moment-là aussi Kibasa n'était pas avec nous. Les Kengo, les Kibasa, les Ndoumé, tous ces jeunes gens. Et ils étaient du côté de la 3e voie. Alors ils sont entrés dans la salle, plein dans la salle. Et le fils Mobutu, il vient nous voir avec Étienne dehors sous la paillote. Il dit non, papa Étienne, on a beaucoup de considération pour vous. C'est pas vous qui devez traîner comme ça sous la paillote. Vous voyez, le maréchal avait déjà monté, vous rejoignez dans la salle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'entrer dans la salle? Le vieux Étienne a dit non, pas question, nous restons dehors parce que la salle est déjà minée. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la salle en lieu et place de la vraie opposition. Alors nous sommes restés. Donc Mobutu a triqué l'opposition. Voilà justement. Mobutu fatigué. On dit maréchal, il monte déjà fatigué, on le tenait presque, il monte, il nous dépasse, il entre dans la salle. Et la réunion n'a eu que quelques 5 minutes. Quand il a regardé, il n'a pas vu Étienne. Alors il a dit que je vous demande de rentrer, de vous concerter, de désigner un véritable Premier ministre, un homme populaire, que je vais alors prendre, je prendrai l'ordonnance, le nommant comme Premier ministre. Alors, nous rentrons, on voit le chef de file se retirer quelque part avec Vundoro, avec Ngwanda. Ils sont allés causer et nous nous sommes rentrés. Alors, c'était cela. Et à ce moment-là, qui était élu, désigné comme Premier ministre? Mais c'est à l'issue de cette rencontre, on a eu à truquer pour désigner M. Kengo comme Premier ministre. Là, c'est M. Kengo comme Premier ministre. Comment vous avez trouvé le rôle de l'Église catholique sous la conférence nationale souveraine? L'Église catholique a toujours combattu. A toujours combattu à côté des forces du changement. Mais il faut dire que les leaders qui pilotent l'Église catholique sont dans les méandres du pouvoir, en train de voir aussi leurs propres intérêts. Comment ça? Mais c'est ça, parce que du temps de la conférence, du temps de HCRPT, on a eu l'impression que ceux qui nous dirigeaient étaient branchés sur les forces extérieures, sur la France, sur d'autres, qui voulaient que certaines décisions au niveau du Parlement soient prises en leur faveur. Et il faut dire que le bas peuple, les chrétiens et les autres, puisqu'on a eu à faire la marche des chrétiens, on a eu à faire beaucoup d'activités avec les laïcs catholiques, avec les Thierry Landou et les autres, mais c'était presque les gens qui combattaient contre la dictature, mais la hiérarchie a toujours été suspectée de ne pas être dans la droite ligne avec le peuple. L'opposition d'hier, qu'on a appelée Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est le pouvoir.
Mais nous avons quand même en face de cette union sacrée, qui est le pouvoir, et l'opposition. Et l'opposition, aujourd'hui, nous avons Matata Ponyo Mapan. Bon, Je vais citer un à un et puis vous allez parler. merci. Matata Ponyo. L'opposition d'aujourd'hui... Bon, d'abord, l'opposition d'aujourd'hui, Oui. à quelle image par rapport à l'opposition L'opposition d'hier, c'est une opposition qui doit apprendre beaucoup de choses. qui doit apprendre? Beaucoup de choses. Oui. Qui n'a pas le pied sur terre. C'est une opposition d'abord composée des gens qui n'ont pas été opposants, qui n'ont pas l'histoire de l'opposition. Si ce n'est que Fayoulou, qui était avec nous à l'Union Sacrée, ils étaient dans l'association avec Lutulula. Fayoulou. Fayoulou. Oui. Et quand j'étais deuxième vice-président de l'Union Sacrée. Mais en dehors de lui, les autres n'ont jamais fait l'opposition. En dehors de lui, les autres, là, ils doivent apprendre à devenir opposants. L'opposition doit être sereine. L'opposition doit savoir contourner les pièges du pouvoir. L'opposition doit savoir être en mesure de poursuivre l'état des droits dont il recherche par la conduite. Quand on dit à l'opposition qu'il y a tel phénomène, tel fait, il faudra savoir aller au but, mais en évitant tous les accrochages possibles. Hier, l'opposition était défendait le retour de la légalité. Voilà. Il voulait, l'opposition d'hier, Voilà. voulait le retour À la légalité. à la légalité. Voilà. Et l'opposition d'aujourd'hui vise quoi? L'opposition d'aujourd'hui... Non, j'ai l'impression que l'opposition d'aujourd'hui attaque les individus, attaque les hommes qui sont au pouvoir. Moi, L'opposition aujourd'hui attaque aujourd'hui, uniquement mais les c'est ça. individus. Parce que quand l'opposition s'est née, prenons par exemple la marche qu'ils ont faite. C'est la marche pour la misère du peuple, non? Oui. Et qui est en train de faire souffrir le peuple aujourd'hui? C'est ce qu'il l'infiltration, c'est les Tutsis, c'est Gakame. Est-ce qu'ils peuvent citer le nom de celui qui maltraite le peuple congolais, cette opposition-là? Et quand il faut quelque chose, il se replie pour attaquer les individus. Pour attaquer que non, si la situation ne marche pas, c'est tel ou tel individu. Mais non, à la base, nous savons ce qui se passe. Prenons d'abord un à un. Voilà. Prenons Matata Ponyo. Matata Ponyo. Je l'ai connu d'abord comme ministre aux Finances. Un ministre aux Finances qui prend un arrêté engageant les fonctionnaires alors que la Constitution ne permet pas à un ministère sectoriel d'engager. Lui, Matata Ponyo, là-bas. Il a pris un arrêté engageant alors qu'il n'avait pas droit d'engager. Et que on a eu à former, à recruter beaucoup de gens pour l'ENA qui est à la fonction publique. École nationale d'administration. Mais c'est sous Matata Mapon qu'on a eu à engager beaucoup de gens, qu'on allait recruter à l'Est. On les recrutait, c'était des Congolais ou c'était des Tutsis? Comment ça? On a infiltré notre pays par le biais de l'ENA. Par le biais de ce Matata qui en est moteur. Matata Ponyo. Matata Ponyo. Non, mais c'est trop grave ce que vous dites. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Je connais ce qui se passe. Si je suis fonctionnaire, c'est-à-dire ceci. Je suis le doyen des syndicats de l'administration publique. J'ai commencé à lutter avec Lunda Boulou, le premier ministre du premier gouvernement de Mouloutou, jusqu'au dernier premier ministre, avant l'entrée de l'AFDEL. Je connais tous les meilleurs. Dans l'histoire politique de notre pays, vous ne connaissez pas Matata Ponyo quand vous l'étiez? Non, Matata Ponyo, c'est... je puis dire que c'est un arriviste. Un arriviste. Un arriviste. Il n'a jamais fait l'opposition. Un chevet qui tombe dans la soupe. Voilà. Un chevet qui tombe dans la soupe. Donc, il est au ministère des Finances. Il est au ministère des Finances, il engage. Et en tant que ministre des Finances, il fait autant de textes permettant de perturber le fonctionnement le fonctionnement de l'administration en engageant des agents au sein surtout des ministères qui produisent des recettes. Budget, Finances, DGDA, DGRAT, DGI. C'est là où il a infiltré beaucoup de gens. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé avec à la DGDA avec Uruguiza. Avec Uruguiza.
Combien de Matata? Combien de détenus ont été engagés là-bas? Combien de détenus ont été engagés là-bas? Non, ça c'est Matata pour nous. Oh, mon frère. Mais elle dit aujourd'hui que le pays est mal géré, c'est la dictature plus qu'à l'époque de Kabila. Est-ce que lui, il connaît la situation que nous avons connue du temps de Kabila, le père tout comme le fils? Est-ce qu'il a vécu ça, lui? Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'était pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se mettre debout. On quitte de la ville jusqu'au Mont Ngaliema en faisant, par exemple, une marche seule jusqu'au Mont Ngaliema. On peut parler de n'importe quoi devant les médias. Et on n'est pas inquiété. Jusqu'à même insulter les autorités du pays. Ouais, c'est pas normal. Donc il faut avoir un langage responsable, un langage potable. Il faut savoir où la liberté de chacun commence. Donc c'est pour dire que l'opposition d'aujourd'hui avec Matata, prenons l'exemple de la politique de la bancarisation. Sous Matata Ponyo, Oui. on a commencé la bancarisation, c'est-à-dire payer les agents de l'État par le biais bancaire. La bancarisation a commencé avec 1000 agents. Les 1000 agents, on prenait 3% sur chaque compte salaire du fonctionnaire. Et ça donnait au moins 10 millions de dollars par mois de reliquats pour 1000 fonctionnaires. Et ces 10 millions, les syndicats devraient être pris en compte de manière que ce montant soit redistribué aux fonctionnaires qui n'avaient pas les avantages sociaux. Parce que les fonctionnaires, pendant longtemps, ils sont payés comme célibataires, ils n'ont pas de soins médicaux, leurs femmes ne sont pas payées. Donc, les avantages sociaux n'existent pas. Matata a passé au moins 12 ans après qu'il ait remplacé Muzito. Les 10 millions par mois fois 12 ans, fois 12 ans, et on n'a pas vu où est-ce qu'il a mis tout cet argent. 12 ans comment? Matata a été Premier ministre 4 ans. Et les 8 ans encore reviennent. Non, je dis ceci. Lorsque Muzito est parti, n'est-ce pas? Il avait été remplacé par Matata. Est-ce que Matata a fait combien d'années? 4 ans. 4 ans. Mais il faut dire que pendant toutes ces années, il n'a jamais fait la politique de redevabilité par rapport à la bancarisation, par rapport aux reliquats qu'on retenait. Et qu'il mettait, vous savez, la presse a eu même à le dénoncer à un certain moment, c'est que l'argent de l'État qu'on devait loger à la Banque centrale était logé dans des banques privées avec des pourcentages élevés et on ne savait pas Access et autres. Oui, il paraissait être actionnaire. Donc, si on doit le suivre de près, en dehors de Bukangalonzo, en dehors de tout l'argent qu'il est retiré de la Banque centrale, qui logeait dans des banques privées, dans des banques commerciales, qui avec des pourcentages assez élevés, de 70 millions de dollars, on ne sait pas ce qu'il mettait tout cela. Et c'était déjà dénoncé dans le temps. Et c'est Matata qui était en train de faire son affaire. Mais quand il vous bluffe en ayant construit des immeubles, tout ça, en arrangeant, on sait qu'il a eu à mener une politique qui lui a permis de devenir très riche. Mais aujourd'hui, on traite Félix Tshisekedi de dictateur. Là, c'est pas Moïse Katumbi. Je pense que la légalité pour laquelle nous avons lutté devait avoir ses fruits. Après avoir lutté 32 ans pour chasser la dictature, et le pays a eu à mettre Etienne Tshisekedi qui malheureusement n'a pas fait longtemps, pendant 3 mois, il a été coincé, mais quand les choses ont changé, l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL arrivait, a eu à mettre de côté les institutions démocratiques, c'est-à-dire les membres du ACPT. On a fermé le Parlement, on a mis le Parlement de transition, et que le fruit du retour à la légalité, c'est par les élections, c'est par les accords de Sun City
qui ont permis de mettre en place des institutions pour avoir le pouvoir qui doit travailler sur l'état des droits. Et je pense que Félix Tshisekedi, c'est un homme, un acteur politique qu'on doit en principe féliciter. D'abord, il joue d'une très bonne éducation, il a beaucoup de calme et il est en train de travailler pour le peuple. Parce que tous les actes qu'il a posés en si peu de temps, quand bien même il était en face de la famille politique de FCC, qui est en train de le tirer par derrière, il a eu à se battre une personne contre tous. Et aujourd'hui, il a eu quand même à faire quelque chose de bien, parce que quand on se met aujourd'hui, on regarde le pays, le trou était tellement profond que lorsqu'on doit remonter, et les gens qui racontent, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Est-ce qu'ils savent dans quel trou le pays était enfoncé? Ils savent combien de sociétés ont été privatisées. Ils savent combien le pouvoir qui vient de partir a eu à prendre des sociétés, les privatiser et mettre des étrangers et en train de piller le pays. Mais lorsqu'il est en train de faire des procès où l'argent rentre à l'ex de l'État, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui veut que le pays sorte du bourbier dans lequel il se trouve. Nous pensons que c'est une chance pour ce pays. Une chance pour ce pays parce que la façon dont il se démène, la façon dont il est en train d'attaquer beaucoup de dossiers. Mais malheureusement, face aux gens qui sont infiltrés et qui se disent des opposants et qui sont en train de tirer les cordes de leur côté et de travailler avec la communauté internationale. Mais je ne pense pas que ce soit honnête. Lorsque le peuple comprendra que tous ceux qui sont en train de se dire opposants ne sont pas de véritables opposants, peut-être en dehors de notre ami Fayoulou, qui a lutté avec une ligne sacrée, mais qui avait aussi le pied dedans, le pied dehors, parce que nous savons quand il est allé à l'Assemblée provinciale, c'est avec la bénédiction de Kimbuta, c'est avec la bénédiction de Kabila. Mais il a eu à continuer quand même son combat jusqu'à aujourd'hui, mais il doit mettre du vin. Dans son verre de manière à ce que les choses marchent. Mais malheureusement, il est entouré par des gens qui n'ont pas pignon sur terre, qui ne savent pas le règle de l'opposition, qui ne savent pas l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. On se bat. C'est vrai, ils se battent. Mais qui sont à la base de la guerre de l'Est? Qui sont en train de faire souffrir la population aujourd'hui? C'est le pouvoir en place. Les accords qui ont été signés avec CNDP du temps du régime de Kabila, 2005, les accords signés en vendant une partie du pays, les accords de Lemera. Est-ce que c'est Félix qui a signé ces accords? Le malheur de Félix, il a dit non, comme toutes les décisions venaient de Kigali. Aujourd'hui, pas question. C'est terminé. Et c'est ça, la guerre. C'est ça le courroux que la communauté internationale lui attire. Parce que la communauté internationale trouve que, vous savez que dans plus ou moins 90 ans, il y a 2 coins où il y aura la vie. C'est la région des Grands Lacs, où il y a des eaux, et il y a l'Amazonie. Et le blanc ne tolère pas que ces 2 zones-là où il y a la vie soient occupées par des gens, des nègres, si bien que l'homme blanc vient du noir. Si bien que l'homme blanc, c'est le fruit du climat. Parce que la vie vient de l'Afrique. L'homme, avec Cheikh Anta Diop, nous savons que l'homme vient de l'Afrique. Mais voilà que l'Afrique qui doit gouverner le monde, l'Afrique qui doit diriger, mais cette Afrique, il y a la mise des saignées historiques, comme la traite des Noirs, comme tout ce que nous connaissons, comme le néocolonialisme, la colonisation, le néocolonialisme. Et voilà, aujourd'hui, on nous amène au temps de guerre de manière que nous ne puissions pas avancer. Donc moi, je pense que
Félix. Félix, c'est une bénédiction pour le pays. Mais pourvu que le peuple comprenne, pourvu que l'ensemble du peuple comprenne qu'avec lui, si il a un mandat, il a droit à un mandat. Et vous verrez comment les choses peuvent changer. Et que s'ils peuvent drainer leurs ressources, si on peut continuer à frapper comme l'IGF est en train de le faire, le pays sera surveillé. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la postérité. Mais la postérité pour laquelle il lutte doit comprendre, doit l'accompagner, doit essayer de faire quelque chose, parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui. C'est pour la génération future. C'est pour notre pays. C'est pour que le pays existe, pour qu'on ne puisse pas effacer sur la carte du monde. Très bien. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir M. Théodore Bampende sur ce plateau de Tango Koki et sur votre chaîne Tango Koki RDC. Chers compatriotes, nous sommes obligés de soutenir et de prêcher la méritocratie, le patriotisme et le nationalisme. La République démocratique du Congo, c'est notre héritage. Faisons de tout notre mieux pour protéger ça. Voilà. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Tango ekoki oyo tango ngoya ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye